Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Evelyne Joss. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois un homme ordinaire aux capacités extraordinaires. J'ai nommé Nicolas Fraisse. Bonjour Nicolas. Bonjour Evelyne et bonjour tout le monde. Alors, je pense que déjà beaucoup de personnes te connaissent. On a consacré un livre à ton sujet. C'est Sylvie Détiola et Claude-Charles Fourier qui ont écrit Voyage aux confins de la conscience paru chez Très Daniel. Mais ce n'est pas pour ça que je t'invite aujourd'hui sur Résilience Psy. C'est pour parler de ton propre ouvrage. Tu as donc publié, enfin, tu vas publier le 8 janvier 2026, toujours chez Très Daniel, une BD avec des dessins de Benoît Flamec. Alors, comment ça t'est venu, cette idée de enfin te lancer, puisque beaucoup de gens te connaissent, tu es déjà très courtisé par les médias, et de enfin, voilà une œuvre qui sort maintenant de toi. Alors, c'est vrai que ça fait de nombreuses années que autant Guy Trédaniel, donc les éditions, autant d'autres personnes de mon entourage, mais aussi des personnes qui me rencontrent au jour le jour, me demandent d'écrire quelque chose à mon sujet avec mes propres mots sur mon histoire. Il y en a beaucoup aussi qui souhaitent avoir un recueil de techniques pour pouvoir développer leurs capacités. Donc tu parlais de l'ouvrage Voyage aux confins de la conscience, et Voyage aux confins de la conscience a été illustré. Il y a eu une version illustrée par Benoît Flamec. Et lorsqu'il y a eu cette illustration, on s'est très très bien entendu avec Benoît et c'est devenu un ami. Un jour, il est venu à la maison pour passer 2 jours, comme ça, amicalement. Et pendant la soirée, on avait descendu quelques bières et on discutait à bâton rompu. Et j'ai dit très certainement, ah tiens, ça me plairait bien de faire une BD sur mon histoire et sur mes capacités. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'éditeur de Très Daniel en me disant, paraît que Nicolas, vous voulez faire une BD sur votre histoire, feu, on y va. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Je me suis, je me suis fait prendre un petit peu à mon propre piège, mais en fait, au final, c'est une aventure juste extraordinaire que de faire cette BD, et puis tout ce qu'il y a autour, les rencontres que j'ai fait autour, cette amitié qui s'est renforcée avec Benoît, et puis aussi toute l'équipe des éditions Très Daniel qui sont mais tellement gentils. Pour quelqu'un qui n'avait jamais écrit de sa vie, enfin moi j'ai jamais écrit de ma vie, ils ont été tellement adorables et ils m'ont tellement accompagné. C'était une aventure formidable. Et puis là, l'aventure de la promotion et de parler du livre, etc., c'est une autre page de l'aventure qui m'excite tout autant. Alors, ce livre s'appelle Je sors de mon corps et alors, et en fait, ce livre ne nous fait pas sortir nous de notre corps, mais au contraire, il nous fait rentrer à l'intérieur dans notre petit cœur, parce que c'est plein d'humour, donc ça nous fait rire, c'est plein d'émotions, donc on voyage d'une émotion à l'autre, parce que tu racontes aussi, on y reviendra dans le courant de cet entretien, des difficultés aussi que tu as rencontrées par rapport à ces facultés extraordinaires. C'est parfois aussi un fardeau, hein. Oui. Alors, quand est-ce que ça a commencé, hein? Je pense que tes premières expériences, ce sont des sorties de corps. Depuis, tu as expérimenté d'autres compétences, d'autres facultés. Ça a commencé très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, j'ai pas le souvenir de la première fois, parce que je pense que ça fait partie de moi depuis tellement longtemps que je pense être né avec ça. Je pense que ça a toujours fait partie de moi. Mais les souvenirs les plus lointains que je peux avoir, c'est des souvenirs à l'école, où en fait, lorsque je m'ennuyais en classe, je rêvassais. Et en rêvassant, je me rendais compte que j'allais non pas dans un monde imaginaire, mais que j'allais voir ce qui se passait chez mes parents ou chez ma grand-mère, des lieux qui m'étaient chers. Euh, pour moi, à l'époque, quand j'étais enfant, c'était totalement normal, c'est-à-dire que je pensais que tout le monde pouvait faire ce genre de choses. Que voilà, lorsqu'on s'ennuyait,
on partait un petit peu dans nos pensées, on partait dans nos rêves, mais on partait aussi dans des endroits où notre corps ne se trouvait pas et on pouvait voir les personnes qu'on aimait, ce qu'ils faisaient, et puis les lieux qu'on aimait. Mes chiens, quand j'étais petit, j'allais voir mes chiens. Voilà. Donc, c'est les souvenirs les plus anciens que je peux avoir sur ce phénomène des sorties hors du corps. Parce que c'est vraiment les premiers phénomènes que j'ai vécus et qui me suivent encore aujourd'hui. Mais c'est ma capacité de base, on va dire, c'est la sortie hors du corps. Et donc aussi guidé par des leviers émotionnels. Totalement. En fait, ma sortie hors du corps, encore aujourd'hui, hein, le levier principal, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire que euh, il faut qu'il y ait un intérêt émotionnel au lieu où je dois aller. Donc, c'est une émotion, donc soit par rapport au cœur, par rapport à des personnes qui me touchent, mes parents, ma sœur, mon compagnon, mes amis, soit par rapport à une émotion de stress ou parce que je dois savoir quelque chose. Je suis un peu stressé, mon émotion me dicte, je dois savoir, je dois avoir une information. Là, ça va me guider. T'as un exemple de ça? Oui, alors, par exemple, actuellement, mes sorties hors du corps émotionnelles de stress, c'est parce que je suis infirmier, lorsque je suis en train de m'occuper d'une personne, de faire un pansement, de faire quelque chose, ou même pendant que je suis en train de faire des piluliers ou de préparer tout ça, si il se passe quelque chose, j'entends un bruit ou que, euh, que mon intention est attirée par quelque chose, spontanément, je vais sortir pour aller vérifier que euh, un patient ou une patiente n'est pas en danger. Et puis, si il le faut, eh bien, je cours et j'y vais, s'il y a eu une chute, par exemple. Ou alors, si je vois qu'il n'y a pas de danger, c'est juste une chaise qui est tombée et qu'il n'y a personne d'autre au sol que la chaise, je reste tranquillement en train de faire ce que j'étais en train de faire. Tu sors encore régulièrement de ton corps de façon volontaire. Je pense que tu sors souvent le soir avant d'aller dormir, c'est ce que tu racontes, hein. Oui, c'est ça. Donc, tous les soirs avant de m'endormir, juste avant l'endormissement, je fais des sorties hors du corps où je me retrouve dans le cosmos. Alors ça, c'est très récréatif pour moi parce que j'ai aucun moyen d'aller vérifier ce qui s'y passe de visu, on va dire. Donc c'est purement récréatif. Et sinon, oui, quasiment tous les jours, je fais des sorties hors du corps pour aller vérifier ce qui se passe. Ou par exemple, là aujourd'hui, mon compagnon travaille. Eh bien, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire la vaisselle, spontanément, je suis allé voir si tout se passait bien à son travail. Est-ce que c'est pas un peu lourd parfois pour les proches comme ça, d'être sous surveillance? Ça fait penser à 1984, le livre. Oui, alors, euh, moi, j'ai à cœur de demander à chaque fois si justement c'est pas trop lourd, si ça n'embête pas les personnes, etc., etc. Après, les personnes qui me connaissent, mes proches, sont au courant, donc ils savent que ils peuvent être entre guillemets observés sur des petits instants. Mais oui, je comprends que ça puisse faire peur. Alors après, voilà, il y a des choses que je maîtrise pas et c'est vrai que lorsque mon émotion est là, c'est plus fort que moi et je peux pas m'empêcher d'aller voir ou de me rassurer en fait. Au final, c'est ça, c'est juste une question de se rassurer. Je pense il y a au fond de moi, il y a le petit garçon qui a besoin d'être rassuré sur est-ce que mes proches vont bien? Est-ce que je suis en sécurité et est-ce que les autres sont en sécurité? Voilà, je pense il y a de ça ouais. Au niveau psy, il y a sûrement quelque chose à travailler. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être solide, hein, d'être ton compagnon, de pouvoir être bien ancré pour vivre, pour vivre ça aussi. Est-ce que Ouais. tu sens quelque chose de particulier quand tu sors de ton corps? Parce que certaines personnes, j'ai interviewé Julieva, elle dit qu'elle Ah sent, oui. par exemple, quand elle traverse des matières,
C'est pas la même chose quand elle traverse un mur, elle traverse une vitre. Est-ce que toi aussi, tu as des éprouvés comme ça en sortie de corps? Alors, moi, les sensations que je vais avoir, c'est juste avant la sortie hors du corps. C'est-à-dire que je vais avoir cette sensation que quelque chose de plus fluide se détache de mon corps, qui a une espèce de bascule, comme ça tangue un peu. Puis ça tourbillonne et il y a un flash lumineux. Et pendant la sortie de corps elle-même, dans la BD, on m'a fait un corps astral, magnifique. D'ailleurs, j'ai des muscles, tout. Je suis très très beau. Et puis, j'avais dit à Benoît, fais quelque chose de sympa, tant qu'il y a à faire. Mais ça, pour le coup, c'est un peu de la publicité mensongère parce que moi, quand je sors de mon corps, j'ai la sensation d'être la globalité de la scène dans laquelle je me trouve. Je suis toutes les informations et j'ai plus la notion d'être Nicolas. Donc, ce qui fait que je suis plus en capacité de penser ou de réfléchir les choses. Je suis la matière, je suis les informations. Donc, j'ai pas ces sensations comme peuvent avoir certains qui sont en sortie hors du corps et qui ont encore un corps un peu fluide, de traverser des objets et de sentir une résistance ou des sensations comme ça. Moi, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas, enfin c'est différent. Moi, je les ai pas. Je suis la globalité des informations de la pièce. Et c'est seulement quand je réintègre mon corps que mon cerveau essaie de mettre toutes ces informations dans les cases qu'il arrive à comprendre. Et donc, il va faire des informations un peu visuelles, des informations sonores, d'autres informations plutôt olfactives ou gustatives. Il va faire son petit truc et à ce moment-là, je me souviens de ce que j'ai vu comme si je l'avais réellement vu avec mon corps. Alors, c'est un peu différent parce qu'il y a des points de vue à 360 degrés, etc. Donc, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe chez moi la plupart du temps sur mes sorties hors du corps. Certaines personnes parlent aussi de l'état vibratoire. Toi, c'est plutôt un basculement. Tu n'as pas cet état vraiment de vibration intense, un peu désagréable. Alors non, moi j'ai pas de sensation désagréable au niveau du corps au moment de la sortie. Il y a parfois, c'est pas tout le temps, mais parfois il y a une espèce de vrombissement dans l'oreille, comme un infrason qui ferait brrr, comme ça. Mais c'est pas tout le temps. J'ai pas réussi à le corréler à un moment particulier ou à un état particulier. Je sais pas si j'y fais pas attention habituellement et je sors tellement vite que j'ai pas le temps de me rendre compte qu'il y a cette espèce de vrombissement. Je sais pas. Oui, Mais ça va très très vite en fait. ouais, oui, c'est. En, en fait, euh, j'ai plus de mal à rester dans mon corps qu'à en sortir. Donc, spontanément, dès qu'il y a un petit lâcher, je vais partir, quoi. Je vais me retrouver ailleurs. Dans cet ailleurs, tu as parfois fait des rencontres un peu délicates. Tu parles de ces humanoïdes, hein, ce qu'on appelle généralement les martiens, même s'ils viennent pas de Mars. Ouais. C'est assez flippant ce que tu racontes là. Ah oui, ça a été une des expériences les plus flippantes pour moi. Alors ça, c'était une super idée de Claude Charles, parce que Claude Charles aime bien tout ce qui a trait à nos lointains cousins de là-haut. Et, euh, et c'était une année où j'habitais encore sur Lyon. euh, Pendant une période, je voyais des objets volants non identifiés, des lumières dans le ciel de Lyon. Et puis, bah, j'avais appelé Claude Charles un soir pour lui dire, parce que lui, il aime bien, il est féru de ce genre de trucs. Donc, et il m'avait donné la super bonne idée de me projeter à l'intérieur, de faire une sortie hors du corps et d'essayer de me projeter dans un de ces objets. Bah, moi, écoutant Claude Charles et puis voulant expérimenter des choses, je me suis amusé à le faire. Et effectivement, là, en fait, quand je suis arrivé, donc, pour le coup, j'avais pas cette sensation d'être la globalité des informations, mais j'avais plus la sensation d'être un point de vue, comme juste une petite boule, par exemple, si j'étais une petite boule qui flottait. Enfin, j'avais plutôt l'impression d'être un point de vue. Donc, ce qui était un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vivre au niveau des sorties hors du corps.
Et là, en fait, j'ai vu ces trois êtres se retourner comme ça, tac, d'un coup vers moi, comme si enfin, tout pivotait. Enfin, c'était assez impressionnant. Et là, j'ai senti et j'ai eu une émotion, ce que je n'ai pas habituellement, mais là, j'ai eu une émotion sur le coup de waouh, ils m'ont vu, quoi. J'ai été. Et donc, je suis revenu directement dans mon corps. Avec un sentiment de danger. Ah, mais j'avais peur, et là, d'y repenser, ça me met les poils parce que c'est vraiment une expérience que j'ai pas aimée. Et, et j'ai eu très, très peur. Et puis, quelques jours après, j'étais en train de jouer parce que je joue un petit peu aux jeux vidéo, j'aime bien ça, et pour me détendre. Et j'étais dans mon salon et paf, je vois un de ces êtres-là qui apparaît sous une forme un peu floue comme ça et qui me montre du doigt et qui me fait comprendre qu'il fallait pas recommencer, quoi. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien, mais en gros, ça voulait dire ne recommence pas. On aurait dit mon prof de physique quand je faisais des conneries au collège et qui me disait t'as pas intérêt à recommencer sinon tu finis chez le directeur. Donc ouais, c'était ouais, je me suis pas senti bien. Ouais. Oh, On est très loin de E.T., hein? oui, on est très loin de E.T. Ouais. On est très loin de E.T. Ce qui correspond à ce que certains scientifiques pensent, hein, que s'ils viennent, ça n'est pas du tout de façon amicale, mais c'est plutôt pour avoir des informations sur nos ressources et pour nous piquer nos ressources un jour, et pas du tout pour... En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Mais donc, D'accord. quand j'ai lu dans ta BD cet épisode, je me suis dit que parfois, effectivement, on faisait des rencontres qui n'étaient pas nécessairement agréables. C'est Tu as ça. fait d'autres expériences où tu as rencontré des êtres, enfin, ou je ne sais pas comment les appeler, mais euh, Comment tu les nommerais, toi? bah, j'en sais rien parce que moi, je les ai jamais vus. Hmm. Mais dans Des, ton des dans ce que êtres tu désincarnés, ah ouais, quelque chose comme donc ça, quoi. plutôt défunt. Ah, ça peut être des défunts, mais ça peut être aussi peut-être des gens qui ne enfin, des gens, parce que j'ai pas d'autres mots, mais qui se sont peut-être aussi jamais incarnés, je ne sais pas. Je pense que les Alors deux, c'est possible. ouais. Alors oui, moi en fait, dans ma vision de tous les jours, quand je regarde comme ça, je vois des choses qui ne font pas partie du monde matériel. Et en l'occurrence, il y a beaucoup, parce que j'en vois un peu de partout, mais dans certaines circonstances encore plus, des sortes, on va dire des êtres, des humanoïdes. Ça a la forme un peu humaine avec un tronc puis une tête, verdâtre. C'est un peu vert, un peu comme, comme cotonneux, comme si c'était du coton ou de la mousse, comme ça. Et qui sont à différents endroits, ça bouge, voilà. Euh, j'en vois plus particulièrement au moment de la mort de certaines personnes. Par exemple, parce que en tant qu'infirmier, je travaille dans une maison de retraite. C'est un endroit de passage aussi. Donc, au moment du passage, eh ben, il y a un peu plus de ces êtres-là, de ces formes-là. J'en vois aussi lorsqu'il y a des grands événements, des enterrements, des mariages. Il y a des êtres qui sont là. Et puis certaines personnes qui en ont, qui les suivent. Euh, moi, j'ai jamais essayé de rentrer en contact avec ces trucs-là parce que je me dis deux choses. Déjà, je me dis, si je les embête pas, ils viennent pas m'embêter. Euh, et Prudence, oui. voilà, prudence. Et qu'est-ce que je ferais de ces informations? Si j'arrive à avoir des informations, qu'est-ce que je ferais de ces informations? Et puis aussi, comment vérifier les informations? Parce que moi, j'ai toujours été dans cette démarche-là de vérification de ce que je vivais, etc. Mais ouais, c'est surtout en fait pour pas être embêté. Parce que je me dis, euh, mettons, c'est des défunts. J'ai tellement de personnes médiums que j'ai croisées qui savent
qui savent plus s'en débarrasser, entre guillemets, et qui, à chaque heure du jour et de la nuit, sont demandés, etc. Je me dis, moi, j'ai vraiment pas envie, j'ai tellement de choses à faire entre mon bois à couper, ma cuisine à faire, m'occuper de mes patients, et puis aussi jouer à quelques jeux vidéo. J'ai pas forcément. Et boire une bière. Ah oui, boire des bières. Ah, J'ai je suis pas. belge, hein, moi, donc Ah, je ouais. connais un petit peu les bières. Mmh. Bonne bière belge. Dans tes sorties hors du corps, les plus belles ou les plus fascinantes, ou celle qui t'a le plus étonné, enfin, celle qui te marque le plus, quand tu y penses avec bonheur, ce serait laquelle? Je dirais que c'est une que j'ai faite avant de m'endormir. Toutes celles que je fais avant de m'endormir, quand je me retrouve dans le cosmos, c'est magnifique parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de faire partie de cette globalité et de ce tout. Et là, enfin, c'est grandiose. Mais il y en a une qui m'avait particulièrement marqué. Je m'étais retrouvé dans une nébuleuse. Moi, je l'analyse comme ça, avec des étoiles qui étaient en train de naître. Et en fait, euh, à ce moment-là, j'avais la sensation, j'étais, j'étais le créateur de ces étoiles en fait, parce que vu que je faisais partie du tout, j'avais l'impression que la nébuleuse était mes mains et que je façonnais les nouvelles étoiles et qui explosaient comme ça entre mes doigts. C'est pas du tout ça, mais en même temps c'est très proche. Voilà, c'est cette sensation-là d'être faiseur d'étoiles. Je pense que c'est ça euh, si je devais en dire une qui m'a vraiment profondément marqué et qui encore là maintenant me fait vibrer là. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est très compliqué de trouver les mots, j'imagine, parce que c'est très différent de notre réalité. Donc, C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Puis j'essaie toujours de faire attention aux mots que j'utilise parce que Euh, ça pourrait malheureusement, quand on met des mots, on ferme une idée parce qu'on est obligé de la mettre dans un mot, donc on la ferme. Et moi, j'essaie toujours de ne pas trop fermer, et de permettre aux personnes qui m'écoutent de garder l'esprit bien ouvert. Voilà. Mm. Mais c'est compliqué. j'imagine que contrairement à beaucoup de personnes qui commencent à faire des sorties hors du corps à l'âge adulte, et parfois de façon d'ailleurs volontaire, qui parfois peuvent avoir peur de ne pas revenir dans leur corps, toi, ça doit pas être une préoccupation parce que tu as toujours vécu ça, tu as toujours connu ça, tu connais le chemin de retour. Oui, sur les sorties hors du corps, j'ai pas peur de ne pas revenir dans mon corps. Euh, ce qui me fait peur, pour tout dire, c'est le temps que la sortie peut durer. Parce qu'au niveau de la sortie, il y a une distorsion au niveau du temps. C'est-à-dire que euh, une sortie qui corporellement va durer 5 minutes, elle peut très bien, elle peut très bien me paraître durer une fraction de seconde, comme durer une éternité. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est de rester bloqué une éternité dans un endroit où je n'ai pas forcément envie d'être. Voilà. Je sais que je reviendrai hein, à un moment donné, mais c'est cette espèce de distorsion temporelle qui me fait un petit peu peur. Et c'est pour ça aussi que je me refuse et j'évite au grand maximum de visiter le temps dans le temps parce que si j'ai une émotion qui m'emmène sur un endroit qui est pas génial, sur un temps qui est pas super, une guerre, un massacre, que sais-je encore, parce que je me connais et des fois je pense à ce genre de choses, donc ça pourrait m'y guider. J'aurais peur d'y rester bloqué, entre guillemets, une éternité, enfin, de vivre vraiment la chose sans pouvoir revenir tout de suite. Ouais. C'est surtout ça en fait qui me fait peur. C'est pas, je sais que je reviendrai. J'ai pas peur non plus de me faire piquer mon corps par des entités ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a aussi qui ont cette peur-là, qui est peut-être vrai, hein, je sais pas, mais moi j'ai jamais eu cette peur. Je me dis, bah mon corps, ça me ferait chier parce que j'aime bien mon corps quand même.
Et surtout avec tout ce qu'on peut faire avec, boire des canons et tout ça. Voilà. Mais ouais, moi, j'ai jamais eu cette peur-là, ouais. Mais donc, il t'est déjà arrivé de voyager sur notre temps, si on prend notre temps linéaire, qui n'est évidemment probablement pas comme ça quand on dépasse cet espace-temps, mais tu as déjà malgré tout fait des incursions dans le passé ou dans le futur. Oui, on a travaillé ça avec Sylvie et Claude Charles. On a essayé, on a expérimenté sur des temporalités très courtes, un tout petit peu dans le passé, un tout petit peu dans le futur, ou alors dans un lieu particulier sur le passé, par exemple, pour voir ce qu'il y avait avant une construction, la construction qu'il y avait avant, ou alors des choses qu'il y avait avant, voilà, sur un lieu. Alors là, on était plus sur l'expérimentation de la vision à distance dans le temps, pour, pour m'éviter de devoir sortir et que justement il y ait ce risque de dilatation temporelle qui fait que je reste bloqué trop longtemps, enfin, au niveau de la perception dans l'endroit. Bah oui, c'est une de tes autres compétences, remote viewing, cette vision à distance. Comment tu fais la différence? Parce que pour nous, euh, auditeurs naïfs, c'est pas toujours évident de comprendre la différence entre une sortie hors du corps et une vision à distance, puisque tu te projettes aussi d'une certaine façon dans un autre lieu. Mm. Alors, la différence, c'est qu'en fait, en vision à distance, je vais avoir toujours conscience d'être ici. C'est-à-dire que je vais pouvoir parler, je vais pouvoir décrire ce que je suis en train de voir, ce que je ne peux pas en sortir du corps. En sortir du corps, mon corps, il est complètement déconnecté. Soit mon corps continue à faire mécaniquement ce qu'il était déjà en train de faire, par exemple conduire sur les longs trajets, c'est très pratique. Ou alors, il s'arrête totalement, il bouge plus, et puis on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Sur la vision à distance, non, parce que en fait, la scène que je vais voir va se superposer à mon regard, un peu comme un filtre, un peu comme un écran transparent, sur lequel va se dessiner la scène que je vais voir. Donc, un autre lieu ou un autre temps. C'est la différence entre les deux. J'ai l'impression que dans une sortie hors du corps, ma conscience va à l'endroit. Dans le remote viewing, c'est l'endroit qui vient à moi. Pour toi, c'est aussi facile que les sorties hors du corps? Non, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile que les sorties hors du corps. Ce qui est plus facile pour moi, c'est de décrire les éléments parce que en vision à distance, c'est des éléments qui sont totalement sensoriels. Donc au final, c'est beaucoup plus facile de les décrire que la sortie hors du corps. La sortie hors du corps, c'est compliqué. Ça me demande vraiment un gros travail après au niveau de la réintégration des données, alors qu'en vision à distance, non. Euh, pour la vision à distance, il y a une limite aussi, c'est que il faut que je connaisse l'endroit, ou il faut que je connaisse la personne, ou alors il faut que je connaisse un endroit proche pour pouvoir me déplacer. Voilà, c'est ça. Et mais sinon, ouais, Et là aussi, il y a de l'émotionnel, c'est-à-dire que là aussi, tu es plus, c'est moins c'est plus difficile si facile, tu as, ouais. voilà, C'est si plus tu as une facile émotion. s'il y a de l'émotion, ouais. C'est beaucoup plus facile s'il y a de l'émotion. Tu répondras peut-être pas, mais j'imagine que tu as pu être contacté par les services secrets parce que ce sont des compétences qui sont très précieuses pour les services secrets. Alors, ouais, je pense que c'est des compétences qui peuvent être très précieuses. Effectivement, bah, je vais dire non, mais en même temps, si j'ai été contacté, il me dirait de rien dire. Et Voilà. voilà. Donc, si je dis oui ou si je dis non, c'est pareil. Mais après, ce qui est certain, c'est que moi, je ne collabore pas avec eux. Voilà. Je travaille pas avec les services secrets ou avec n'importe quelle agence gouvernementale ou quoi que ce soit. Déjà d'une part parce que bon, j'aime bien avoir mon temps à moi et que éthiquement je voudrais pas privilégier un État ou une organisation avec laquelle en plus
Le problème, c'est que si on commence à faire ça, euh, j'aurais l'impression que mes capacités m'échapperaient et, euh, et de ne plus être maître de tout ça. Donc, D'une certaine façon, tu serais instrumentalisé, quoi. exactement, tout à fait. Tu perdrais une forme de liberté que tu Ouais, as aujourd'hui. ouais, Et dans tout ça, il y a aussi la télépathie. Alors, ouais. ça, c'est encore autre chose. Comment tu fais aussi la différence entre tout ça? Comment viennent ces pensées? Par exemple, est-ce que tu es capable là de penser, de savoir ce que je pense, par exemple? Je pense à rien de particulier, mais donc il faudrait que je pense à quelque chose. Alors, à distance comme ça, non, c'est pas possible. C'est en présentiel. euh, je maîtrise, je maîtrise pas totalement dans le sens où, en fait, j'ai l'impression que la connexion se fait un peu spontanément ou quand je le veux pas. Ce qui m'est le plus difficile, c'est de bloquer les choses parce que, en fait, constamment, j'ai un espèce de brouhaha qui est là. Euh, et le problème, c'est que ce brouhaha, c'est pas un brouhaha de le monde il est beau, le monde il est gentil, etc., etc. C'est un brouhaha que des choses négatives crèvent, j'en ai marre, et encore là je suis gentil, et voilà, que des choses, des émotions et des phrases qui sont pas géniales. Donc, je bloque. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle tu entends plus les pensées négatives que les pensées positives? Parce que les pensées négatives sont quand même beaucoup plus prenantes chez une personne Mhm. que les pensées positives. Si, ouais. Si on devait donner Mal, l'image, il y a plus d'énergie dans les pensées négatives, ouais, quelque chose comme ça. ouais, Enfin, bien sûr, ouais, c'est brut, c'est brut. Donc la pensée positive, elle est plus douce. Donc au final, elle va, enfin moi je le perçois comme, euh, comment on va dire, euh, la pensée violente et recouvre malheureusement les bonnes pensées. Et d'ailleurs, on le voit facilement dans notre monde, hein. Ce qui porte le plus en termes de voix, c'est les voix négatives, les voix violentes, etc. La douceur et la bienveillance, c'est plus compliqué. Mais par exemple, la télépathie, ça se déclenche aussi quand j'en ai besoin. Par exemple, au travail, là, actuellement, j'ai une personne qui est totalement aphasique. Elle ne parle plus suite à un AVC. Et c'est très compliqué d'entrer en communication avec elle et de comprendre ce que cette personne veut nous dire. On sent qu'il y a plein de choses qu'elle veut nous dire, qu'elle a des besoins, des envies, mais elle n'arrive pas à les exprimer. Cette capacité-là, elle me permet d'entrer en communication. Alors, c'est pas infaillible. Et, euh, et c'est là le gros problème, c'est que, en fait, les pensées des autres, la télépathie, ça se passe dans ma tête comme si c'était mes propres pensées. Donc, c'est-à-dire que il faut que je fasse la différence entre quelque chose que je suis en train de penser ou quelque chose que je capte de l'autre. Et ça, c'est le plus compliqué, on va dire, parce que parfois, bah, ça se mélange tout. L'exemple typique, on est avec mon compagnon sur le canapé en train de regarder la télé. J'ai une forte envie de manger du chocolat. Impossible de savoir si c'est moi ou si c'est mon homme sur le moment. Alors je dis, c'est toi qui as envie de manger du chocolat. Il me dit, oui, c'est moi. Voilà. Donc là, voilà, il faut. elles sont apparues quand, ces compétences télépathiques? C'est plus Alors, ça, tard, ça, dans ta ouais, vie. c'est carrément plus tard. Ça devait être peut-être en 2008, je dirais, peut-être 2008-2009. C'était après la rencontre avec Sylvie et Claude Charles. C'est eux, entre guillemets, Ouvert ces qui portes-là. ont ouvert ces portes-là, ouais, qui m'ont aidé à ouvrir ces portes-là. Même si, en fait, j'ai pas voulu les ouvrir. Ça s'est fait avec l'avancement, etc. Donc, et la toute première fois où ça m'est arrivé, on,
j'en ai fait une scène dans la BD. Je me réveille un matin et j'entendais que comme si on criait dans ma tête des injures, des choses pas possibles. Et ce jour-là, ma première journée télépathique, j'ai passé une journée horrible, mais horrible. Et après, bon, j'ai réussi à calmer les choses et à faire en sorte que ça soit beaucoup moins prenant jusqu'à maintenant où en fait, voilà, ça fait partie. Il y a un bruit de fond, mais je l'écoute pas. C'est comme si voilà, il y avait mon voisin d'à côté qui écoutait du hard rock à fond, mais que j'avais mis des petits bouchons d'oreille. Alors j'entends qu'il y a quelque chose qui tapote derrière, mais on laisse les écoutilles fermées. Ça doit quand même être fatigant, ça. Au début, ça devait être complètement flippant, mais là, avec ce Ouais. bruit de fond, ça doit quand même aussi être fatigant. Ça peut l'être, ouais, ça peut l'être. Ce qui est fatigant aussi, c'est si j'essaie de dormir et que mon compagnon à côté est en train de penser à sa journée ou en train de ruminer des choses parce qu'il est. Et ça m'empêche de dormir. Alors je lui dis, bah, tu files, tu vas à la cuisine, tu écris, tu fais je sais pas quoi, tu fais la vaisselle, tu fais ce que tu veux, vas-y, attends que je m'endorme, et une fois que je serai endormi, tu reviens dans le lit et tu pourras dormir. Mais sinon, ça m'empêche de dormir, c'est affreux. Alors, ça, ça, ça donne lieu à quelques scènes, on va dire. Ah bah, il faut bien se trouver C'est ça. des trucs dans les Bah couples, hein, oui, de toute bah façon. oui. Est-ce qu'il y a aussi des pensées que tu peux capter de la part des animaux? Alors peut-être pas des pensées sous forme de cognition comme nous, mais est-ce que tu peux capter des émotions, des choses? Oui, 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 j'arrive à capter des émotions, des images. Ça fonctionne beaucoup en images. Ça fonctionne pas mal en envie. J'ai envie d'eux ou j'ai besoin d'eux. C'est quelque chose assez pulsionnel. Euh, à certains moments, j'ai eu des phrases aussi, des mots qui me venaient, par exemple, de la part de chats ou de chiens ou des oiseaux, par exemple. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai une attirance particulière pour les corbeaux ou les corneilles, même les pies, où en fait, j'ai l'impression Très intelligent. voilà, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme euh, comment on va dire, euh, de penser avec des mots. Alors, je sais pas si je capte quelque chose et mon cerveau le Traduit. traduit en Mm. forme de mots, ou si effectivement, en fait, il y a cette espèce de connexion avec des mots. Alors, ça m'étonnerait, je pense pas, mais voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Après, c'est vrai que c'est pratique, c'est pratique. Disons que ça m'a permis de retrouver des animaux qui étaient perdus autour de moi, voilà, des chats ou des chiens, et de me connecter en fait spontanément à eux et d'entendre où ils étaient et de voir aussi où ils étaient. C'est une espèce de connexion. C'est bizarre. C'est à la fois de la vision à distance, à la fois de la télépathie. En fait, tous ces trucs-là, c'est pas très séparé. En fait, c'est une Oui. espèce de continuum comme ça où en fait on flotte à travers tout ça. Notre conscience en fait utilise toutes ces capacités. Oui, on sent que c'est pas du tout perméable hein, entre Ah ces oui, différentes facultés, que ouais. c'est au contraire parfois même pour nous quand on t'écoute ou quand on te lit, on se dit mais comment il fait la différence entre tout ça, hein? Ah ça Tu as c'est un exemple avec un chat ou un chien d'une phrase que tu as entendue, parce que eux sont quand même dans une sorte de bain de langage, ils comprennent des mots, ils ils comprennent comprennent des mots. des Ouais, phrases. ouais. Ah, mon chat me dit croquette. Ça, c'est facile, mais il me le dit à des moments où on n'est pas proche de sa gamelle. Donc voilà. Après, il y a aussi le chien de mes parents, par exemple, qui, une fois, m'a dit, je suis content de te voir. Mais c'était comme ça, comme si... et d'ailleurs, j'y ai pas prêté attention. Enfin, j'ai cru que c'était
ma sœur qui pensait ça parce qu'elle était juste à côté. Et en fait, non, c'était pas elle. Quand j'ai vu après le chien qui me regardait fixement, j'ai compris que ça venait du chien. Ça se trouve. C'est plutôt mignon comme Ouais, c'est compétence. mignon. Ouais. Oui, ça c'est mignon, oui, oui. C'est moins mignon quand parfois j'arrive pas à contrôler et que j'entends des choses de la part des personnes qui sont pas géniales, quoi. Ou l'hypocrisie, ça c'est le pire. Quand des gens qui par devant me sourient et qui en fait en pensent pas moins. Et moi, je suis assez naïf. J'ai l'impression qu'on peut être tous beaux, tous gentils, et des fois, ben, ouais, c'est dur, Je c'est suis un dur. peu naïve comme ça aussi, même si je suis psy. Donc, je suis toujours étonnée de la malveillance des gens et C'est du ça. manque de nuances et Ouais, ça m'attriste beaucoup. ouais. Mais bon, on Des pourra bien faire jugements. avec jusqu'au Ouais. bout. Je crois qu'on n'a pas bien le choix. Ouais. On n'a pas En bien même le temps, toi, c'est un outil pour dépister ces gens qui sont pas honnêtes finalement choix. et de Ouais. pouvoir t'en méfier. C'est-à-dire, c'est aussi une protection. Tu peux garder ta naïveté dans la mesure où tu as un outil qui est quand même très efficace. Et ouais, qui me permet de me protéger dans une certaine mesure. Ouais. Ouais. Dans une certaine mesure, parce que de but en blanc, moi, je m'attache assez facilement aux personnes. Et donc, du coup, avant que ça aille trop loin, des fois, il peut y avoir justement ces petites alarmes je vais capter des choses et puis je vais, ah, ok, d'accord, bon, on va garder euh, juste une relation professionnelle. Voilà, on va pas trop s'investir là-dedans parce que ça serait dangereux émotionnellement. Et toujours sur ce continuum, il y a aussi l'hyper-empathie. Oui. Comment là aussi tu fais la différence entre des pensées, des émotions, enfin Ah, parce que toi l'air est un petit peu mélangé, donc ouais, alors les émotions, c'est vraiment les émotions. Donc il n'y a pas de mots, c'est au niveau des tripes, de la colère. Ça, typiquement, moi je passe à côté d'une personne qui est en colère, même colère silencieuse, je vais être en colère. Je vais avoir l'impression qu'il faut que je casse quelque chose. Et ça, je ne comprenais pas. Quand ça a commencé à s'éveiller, je ne comprenais pas parce qu'il y avait des émotions comme ça qui me traversaient, c'était pas logique que je sois en colère à ce moment-là parce que tout allait bien, ou c'était pas logique que je ressente une tristesse mais profonde euh, à un moment donné. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'apercevoir que bah, c'était pas mes émotions à moi, c'était des émotions des personnes qui sont proches de moi physiquement. Et je vais ça, absorber. ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Et donc, mais c'est pratique. En fait, j'ai réussi à en faire quelque chose de pratique. C'est-à-dire que j'arrive, par exemple, j'en viens à mon compagnon. C'est une tombe, lui. Il parle pas. C'est vrai il essaie de pas montrer les choses, etc. Donc, Avec toi, c'est raté, hein. avec moi, c'est un peu compliqué. Et moi, au contraire, j'aime bien qu'on parle des problèmes. Il faut parler des choses, même si ça ne me concerne pas directement, mais comme ça concerne mon homme, j'ai besoin de, voilà, qu'on en discute. Et lui, c'est pas trop son truc. Alors, quand il revient d'un endroit et que je ressens une émotion, par exemple une tristesse ou une colère, il y a des colères, je lui dis, t'es en colère, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es en colère? Non, je suis. Ouais, je le sens. Alors, et ça lui permet. Ah, il faut lui tirer les verres du nez, hein, il faut y aller. Et voilà. Après, il exprime et puis j'arrive à l'aider. Donc oui, c'est pratique. Maintenant, j'arrive à savoir quand c'est pas mon émotion et j'arrive à l'utiliser. Mais même si je sais que c'est pas mon émotion, c'est pas pour autant qu'elle ne m'envahit pas. C'est-à-dire Mhm. que des fois, bah, je peux avoir des espèces d'accès de colère comme ça quand j'aurais capté la colère et il faut que j'arrive à l'évacuer. Donc généralement, je l'évacue comme si c'était la mienne, soit en allant crier un coup, soit en respirant très fort, même si ça marche moins bien. Mais ouais, généralement, ouais, je vais plutôt crier un coup, ou faire quelque chose comme ça.
Ouais, donc alors ça a des avantages, on a bien compris, mais ça doit être très lourd ça par contre, hein. Si en plus tu la portes, même si tu sais que c'est pas à toi, c'est pas ton Mhm. sac à dos, mais c'est quand même, Ah oui, t'es quand même en train de le porter, donc exactement, il faut se exactement. Je sais délester qu'elle de est ça. exactement. Je sais qu'elle est pas à moi et c'est pas parce que je le sais que ça va m'en libérer. Il va falloir que je m'en libère comme si c'était la mienne. Au-dessus de tout ça est venue la clairaudience. Là Ah, aussi, je pense que c'est arrivé avec les expériences, les tests qui ont été faits avec Sylvie Détiola et et Claude Charles. Charles Ouais, Fourier. c'est ça, et avec l'Institut, avec ISNOE, avec l'Institut Mhm. suisse des sciences noétiques, où en fait ça s'est déclaré dans un cadre vraiment scientifique, parce qu'on était en train de faire des protocoles de recherche et d'études sur la clairvoyance. C'était vraiment la clairvoyance qui était étudiée euh, dans ce programme-là, où il y avait quatre images et dans une enveloppe, il y avait une de ces quatre images. Donc l'enveloppe était cachetée et moi, le but des personnes testées, en l'occurrence c'était moi, c'était de savoir quelle image il y avait dans l'enveloppe en utilisant la clairvoyance. Alors au début, on a commencé à faire les protocoles comme ça. Donc j'avais l'enveloppe qui était posée devant moi et puis, bah, j'essayais avec la vision à distance de voir un peu ce qui se passait dedans. Bon, voilà. Alors, ça prenait du temps parce que c'était compliqué. Et puis, bah, on y est arrivé. On a eu des petits résultats au départ, mais c'était pas flagrant. Ouais, c'était pas mirobolant non plus. Ah non, c'était vraiment C'est pas mieux que si mirobolant. moi je le faisais, mais c'était pas Voilà, c'était extraordinaire. pas. Voilà. Mais c'était Oui, oui, au-delà du hasard, ouais. ça c'est sûr, mais c'était pas mirobolant. Et puis, surtout, c'était très long. Ça a demandé beaucoup de temps. Or, la fondation qui finançait ces tests-là avait très peu de temps en termes de tests. Donc, il fallait faire ça très rapidement, avoir des résultats rapides. Et tout le monde dans, dans l'équipe qui était là, dans l'équipe de recherche, Sylvie, Claude Charles, puis il y avait d'autres personnes de la fondation et l'huissier, parce qu'il y avait un huissier de justice. Tout le monde disait, il faut que ça aille plus vite. Voilà, on va y passer un temps fou pour faire les 100 tests. C'est pas possible. Ça va pas être possible. Alors, je sais pas si l'univers a entendu ou si c'est moi qui me suis mis la pression. J'en sais rien. À un moment donné, j'ai entendu. euh, J'étais en train de faire un test avec une enveloppe et j'ai entendu dans mon oreille, hein, comme là je t'entends avec les oreillettes, hein, c'était vraiment auditif, j'entends ça va pas assez vite. Et là, on me dit le mot du truc qui était dans l'enveloppe. Quoi. Je crois que ça devait être le serpent. Et en fait, j'entends serpent de bois. Et enfin, moi, je comprends ça. Et en fait, donc, je reviens tout paniqué avec l'enveloppe en disant bah, j'ai entendu quelque chose parce que alors là, ça me refait des frissons, j'aime pas ça. Et, parce que moi, j'étais habitué à capter les informations. Voilà, c'était toujours moi, voilà, j'allais chercher l'information ou voilà, j'étais Un certain très contrôle, oui. voilà, mais total, total. Moi, c'est ma vie. Ma vie, c'est le contrôle. Donc, je contrôlais tout. Et là, c'était quelque chose qui s'imposait à moi. Et quelque chose qui venait de je ne sais pas où. Et surtout, quelque chose en lequel j'avais du mal à croire. Parce que toutes les personnes qui disaient entendre des voix, etc., pour moi, c'était folklorique. Ils sont gentils, ils rêvassent, ils font des trucs. Moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. J'ai jamais vraiment cru en ce que les autres pouvaient faire. J'ai toujours. Oui, même quand on a des facultés, il y a un moment, on arrive à une sorte de bug où ça, c'est trop, quoi. Ça, C'est non, ça. là, franchement, Et ça ne peut là, pas ouais. Ah, mais exister. là, c'était trop. Et puis ça m'a vraiment fait peur. J'ai vraiment eu très, très peur de devenir fou. J'avais peur de devenir fou ou peur d'être totalement envahi par ces choses-là. Et donc, bah, les voilà, au fur et à mesure des tests.
me disait des choses, me donnait les réponses. Après, c'est devenu des petits textes, un peu drôles, un peu comme des énigmes. Puis après, c'est devenu des textes plus longs, pareil, toujours pour les tests, hein, avec des choses un peu moralisatrices, etc. Donc, Tout à fait ton c'est genre, en fait. tout à fait mon genre. Et non mais et voilà Donc et là aussi, on pouvait voir que ça venait pas de toi parce que c'est pas des exactement. pensées que toi tu formulerais, quoi. Non, et c'est surtout qu'en fait, ça avait des réponses, à des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, il y avait une image de, Rocky avec Sylvester Stallone. C'est pas du tout, mon univers, mais je connaissais pas ça et en fait, j'ai entendu une musique et j'ai entendu la musique, de Rocky quoi, voilà et donc je suis allé la chanter au, à l'équipe. J'ai dit, bah, j'ai entendu une musique, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai fredonné la musique. Bon, maintenant je sais ce que c'est. Et en fait, dans les quatre enveloppes, il y avait Rocky, quoi. Et c'était quelque chose que je ne pouvais, enfin, je n'avais pas la chose. J'avais pas le concept ou ouais. J'avais pas la référence, c'est ça. J'avais pas la référence. Et puis c'est allé encore plus loin parce qu'il y a eu des questions métaphysiques. Hmm. Après, Sylvie et Claude Charles, surtout Claude Charles, ils ont bien aimé, parce que c'est bien son truc. Ils se sont dit, on va poser des questions à ces voix, là, à tout ça. Et donc, bah, toujours le même système, c'est-à-dire qu'ils écrivaient des questions sur des morceaux de papier, ils mettaient ça dans des enveloppes, on mélangeait les enveloppes, pouf, et puis on en tirait une, et moi je connaissais pas la question. Et donc, je recevais une réponse qui reprenait en fait les éléments de la question. Alors on en a fait plein, 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 plein. Et puis ils ont eu l'idée d'écrire un livre sur ça, donc qui s'appelle Connexion. Connexion, oui. Ouais, pareil, qui est Toujours chez sorti Très Daniel chez aussi. Guy Daniel. Et donc, moi, ce que je trouve bien dans ce livre-là, c'est que déjà, je suis pas le seul euh, hurluberlu à faire partie du truc. Et il y a d'autres médiums qui ont des capacités de connexion aussi, qui ont participé à ça. Et les réponses sont plus ou moins, euh, disons il y a un fil commun qui est là, et Formulées ça c'est intéressant. différemment, mais avec une Exactement, sorte de fil commun. c'est ça. Donc oui, et puis, alors ils le Et là, font. évidemment, c'est difficile de dire que ça vient de toi. Si plusieurs personnes peuvent répondre à des questions métaphysiques Mhm. auxquelles ils n'ont pas nécessairement de réponse, que c'est une réponse qui a plus ou moins la La même même coloration. couleur, quoi. Ouais, Voilà, c'est, on se dit qu'il y a quelque chose au-dessus, au-delà, à côté, parallèlement. Enfin, voilà. c'est ça, c'est Ça ça. pose quand même des questions sur Sur- l'univers, sur la conscience, sur les connexions à d'autres choses. Exactement. Même si on n'a pas envie, hein, Nicolas. Ah oui, alors, après, faire partie d'un tout, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que les faces invisibles de ce tout ouais, m'effraient un petit peu à certains. Enfin, euh, ouais, ouais, ça m'effraie un peu, hein, parce que je me dis que justement, il y a des choses que je ne suis pas en capacité de contrôler. Donc ça, c'est un gros travail sur moi aussi, hein, sur cette idée de vouloir contrôler beaucoup de choses. Bah non, en fait, là, pour le coup, avec ces voix, on m'a dit, tu contrôles pas tout, tu contrôles pas tout. Et tu as l'impression que c'est quoi ces voix? Parce que, bon, peu importe le nom qu'on leur donne, mais elles ont quand même une fonction. Euh, Tu racontes notamment dans ta BD à un moment où, bon, elles t'ont évité de faire une connerie avec une patiente, par exemple. Donc, est-ce que c'est leur fonction, c'est de te guider? C'est quoi la fonction, à titre personnel? Puisqu'on a bien compris qu'on peut Mhm. obtenir des réponses à des questions métaphysiques, mais toi, par rapport à ta personne, quand tu entends ces voix, c'est quoi leur fonction, c'est quoi leur rôle, qu'est-ce qu'elles apportent? Alors, moi, ce qu'elle m'apporte, c'est une forme de soutien, de guidance, on va dire. On va dire ça comme ça. Même si elles sont pas présentes tout le temps. Au contraire, en fait, elles sont même assez discrètes.
Euh, oui, ça serait ça. Ça serait une forme de guidance. Euh, ce qui est, euh, Ce qui est particulier, c'est que euh, si je leur pose des questions, elles ne me répondent pas. Euh, et c'est lorsque je ne pose pas de questions, mais que j'en ai besoin, que là, elles vont se manifester. Ouais. Donc, ça m'apprend aussi, voilà, que c'est pas comme ChatGPT on peut lui demander tout ce qu'on veut n'importe quand. Là, non, non, non. Et puis en plus, si, c'est toujours assez. Enfin, si c'est des situations particulières, ça va être très concis et puis ça va être un stop, attention ou euh, fait comme ça, voilà. Mais si c'est quelque chose sur un questionnement profond ou si ça doit me guider d'une manière ou d'une autre, ça va prendre une tournure plus poétique, plus mystérieuse, un peu plus ouais, mystique, je sais pas comment dire. En revanche, il ne répète pas, donc si on n'a pas bien entendu, bah, c'est foutu. Comme ton On a beau professeur leur... de physique. Exactement, c'est pareil, c'est pareil, c'est exactement pareil. Donc bon, mais disons que je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de les nommer parce que j'aurais l'impression de les enfermer dans un concept. Je dis les, mais c'est peut-être c'est peut-être là, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que quand je l'entends, j'ai l'impression que c'est composé d'une multitude de voix, comme si c'était toute une chorale de voix, en fait, avec des graves et des aigus. C'est pour ça que je dis les voix, parce que ça me semble pluriel, on va dire. Euh, mais voilà, et quand on leur demande, parce que Sylvie et Claude Charles avait marqué une petite question pour savoir qui ils étaient, ah bah, ça répond on est tout, on est rien, on est toi, on est eux, on est lui. Alors, est-ce que c'est une espèce de d'inconscient collectif? Est-ce que c'est une partie de la conscience globale, peut-être, tu vois, comme s'il y avait un regroupement de conscience de l'humain et qui ferait que ben, on se connecte à ça. J'essayais pas forcément de savoir ce qu'il y avait derrière ou ce que c'était, mais que je me laisse simplement guider. Euh, je pense qu'ils ils prennent soin de nous en règle générale, voilà. Enfin, c'est pas quelque chose de malveillant. Euh, Est-ce que c'est bienveillant? J'en sais rien. C'est peut-être juste une question de point de vue. Tout ce que je sais, c'est que c'est là et que jusqu'à maintenant, ça ne m'a apporté que du bon. Alors, toutes ces facultés, on voit bien hein, qu'elles ont aussi été aiguisées par les recherches. Ces recherches se sont arrêtées maintenant. Est-ce que ces compétences sont toujours présentes, très présentes? Oui, les compétences sont toujours présentes malgré l'arrêt des recherches. Euh, pour bien faire, selon Claude Charles, il faudrait que je m'entraîne tous les jours et que je travaille ces capacités. Mais je crois que je suis un peu fainéant sur ce domaine-là et que je me base sur mes acquis. Et puis c'est surtout que euh, bah, ça manque d'entrain, quoi. De le faire seul, c'est rébarbatif. Alors que lorsqu'on était avec Sylvie et Claude Charles et que voilà, ils me poussaient dans mes retranchements et qu'ils me faisaient aller toujours plus loin, c'était beaucoup plus sympathique. Disons que je ne régresse pas. Les capacités qui se sont développées sont toujours là. Elles s'activent quand il y en a besoin. C'est vraiment de l'utile chez moi. Et voilà. Mais il y a pas de régression. Après, c'est vrai que ça serait quand même. Enfin, j'aimerais bien reprendre des recherches, repartir
dans cette exploration de la conscience avec un groupe. Alors, c'est sûr, avec Sylvie et Claude Charles, ça serait l'idéal parce qu'on est amis, donc voilà. Mais, Tu n'as mais jamais après, été ouais, approché par l'université de Liège Rodrigue. en Belgique? Non, ah non, jamais, jamais, non, 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 jamais. Non, j'ai jamais été approché par eux. Après, il y a Rodrigo qui, Monténégro, oui, de voilà, l'université de Lorraine, la même ouais, université que moi. voilà, Lui, il est sur le site de Nancy, moi sur le site de Metz. Et donc, exactement. il va Donc, bientôt publier sa thèse de doctorat, mhm, et où notamment il a fait des recherches sur toi. exactement, exactement. Et on avait travaillé ensemble. Et voilà, ça, c'est une collaboration qui serait intéressante aussi parce que Rodrigo, enfin, je l'apprécie. Voilà. Et je pense que pour étudier ces phénomènes-là, en tant que cobaye, entre guillemets, et c'est ultra important d'avoir une sécurité émotionnelle parce que on a vu et on l'a dit, rien ne se passe sans l'émotion. C'est l'émotion qui guide et donc pour avoir des résultats probants ou pour pouvoir explorer au mieux, bah, il faut qu'il y ait cette bienveillance émotionnelle que j'ai trouvée chez Sylvie et Claude Charles, que j'ai retrouvée chez Rodrigo, mais qui malheureusement n'est pas forcément présente dans toutes les propositions que j'ai pu avoir au niveau des recherches. Oui, parce que toutes ces recherches aussi pour toi, c'est fatigant, enfin, c'est quand même C'est énergie, enfin, c'est plutôt, énergivore aussi, ouais, ça te prend du temps, et c'est donc ça. il faut au moins qu'il y ait la motivation, le plaisir en tout cas d'être ensemble. Ouais, exactement, totalement, ouais. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est que moi, je me connais, j'aime pas faire des choses qui ne vibrent pas pour moi ici. Et, euh, et généralement, pour que ça vibre ici, c'est une histoire de rencontre. C'est une, c'est une histoire de partage et ouais, d'amitié, dans Mhm. une forme d'amitié, on va dire universelle, mais quelque chose voilà, de profond. Faut qu'il y ait du cœur là-dedans. Faut qu'il y ait Du du cœur. cœur, et puis j'imagine aussi un peu de la joie, qu'on soit heureux de Ah oui, découvrir, autant du côté des chercheurs que de ton côté à toi, des choses. Voilà, c'est aussi ça qui fait toute la différence, hein. c'est ça. Alors, depuis la clairaudience, est-ce que tu as eu de nouvelles facultés? Est-ce qu'il y a encore des choses nouvelles qui te sont apparues? Non, pas de nouvelles en termes de capacité. On va dire que c'est plutôt des extensions de capacité que j'ai déjà. Par exemple, sur la capacité de vision à distance. Euh, j'ai eu quelquefois l'impression de pouvoir voir, non pas en distance dans le temps ou dans l'espace, mais dans ce que je vais qualifier, et pourtant je suis peut-être complètement à côté de la plaque, de, de dimension, de dimensionnel. C'est comme si, euh, je ne sais pas encore comment j'arrive à le faire, mais comme si je pouvais voir une autre réalité, légèrement différente, comme si il y avait les meubles, par exemple, si je regarde ma pièce là, comme si les meubles n'étaient pas au même endroit, comme si. Et pourtant, je sais que enfin, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être une autre dimension, c'est que j'ai l'impression de voir euh, des versions différentes d'un endroit. Mais je n'arrive pas à savoir comment est-ce que je sais pas sur quel bouton il faut que j'appuie pour pouvoir voir cette vision-là. Et quoi, Mais ça pourrait être des empreintes du passé ou des choses comme ça? non, Non. je pense que c'est des choses du présent qui existent dans une réalité alternative. Ok, Ça, d'accord. c'est mon cerveau qui me Mhm. dit, qui imagine ça. Peut-être que c'est pas ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Voilà. Donc c'est la nouveauté 2025, c'est ça. Ça s'est déclenché là, il y a pas très longtemps
où je me suis aperçu. En fait, c'est arrivé au travail. J'ouvre la porte d'une chambre d'un résident. Au moment où je pousse la porte, pendant quelques secondes, je vois en fait le lit qui était inversé, c'est-à-dire qu'il était de l'autre côté de la pièce, contre l'autre mur, et il y avait une autre personne à la place de mon patient. Mais ça a duré une fraction de seconde, et après, j'ai vu l'autre pièce. Et en fait, en revoyant l'image et en me remémorant les choses, j'ai vu des détails qui me disaient que c'était le jour J, parce que chaque chambre a une grosse horloge comme ça avec l'heure et la date. C'est pour les personnes qui sont atteintes de troubles de type Alzheimer, ça les permet de les recadrer dans l'espace et dans le temps. Et en fait, en revoyant l'image, c'était la date et l'heure réelle à laquelle on était, quoi. Donc, voilà. Il y a eu plusieurs trucs comme ça, à plusieurs moments. Pareil, en sortant de ma maison, la voiture qu'on a, on a une voiture électrique, une Zoé rouge. Eh bien, pendant une fraction de seconde, c'était une autre voiture. Et donc, il y a des choses comme ça. J'arrive pas encore à tout comprendre de ce phénomène. C'est vraiment exploratoire pour le moment. Et je sais pas comment est-ce que je peux faire pour le travailler ou pour y avoir accès. Et voilà, pour répondre à ta question, il y a des choses, ça bouge un peu, mais c'est toujours dans le même flow, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de développer ou de découvrir ou d'acquérir? Oui, Alors la, quoi? la téléportation. Ah, Mais de pouvoir me téléporter avec mon corps, oui, ça. de pouvoir aller à Bruxelles pour aller boire une bonne bière, par exemple. Après, me faire un petit resto japonais à Tokyo. Et enfin, pouvoir aller voir les aurores boréales dans le nord de la Norvège. Comme ça, sur une journée, tu vois. Là, ça serait chouette. Je pense, bizarrement, quelque chose me dit que c'est pas impossible. Je suis sûr que c'est possible, parce qu'à mon avis, tout est possible en termes de conscience. Mais j'aimerais pouvoir le faire corporellement, ouais, pour pouvoir profiter corporellement et Oui, sensoriellement de. sensoriellement, oui. Puis sans compter que ça serait tellement pratique. Là, au lieu de faire une visio, je serais venu te voir, on aurait bu un coup, et puis on aurait, Oui, j'ai quelques bières au frigo. voilà, et on aurait filmé directement notre entrevue. Là, c'est des choses que j'aimerais, mais bon, on en veut toujours plus. Mais Pour les gens qui nous écoutent et qui disent, ah, ça doit être super sympa d'avoir toutes ces facultés. Bon, on a déjà quand même évoqué à plusieurs reprises que c'était pas toujours facile, que ça non. pouvait être un fardeau. Hein, tu as aussi quand même vécu beaucoup de moments de solitude. Et puis tu le dis, tu le racontes avec beaucoup d'humour, mais les gens te mettent dans des cases finalement aussi. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que tu boives des bières pour quelqu'un qui est comme ça connecté à la conscience, c'est Mais c'est inouï. intolérable, c'est Voilà. intolérable. Donc, Euh, les gens te mettent vraiment dans des cases ouais, et donc ouais. soit bah, tout ce que tu racontes c'est débile et donc tu es une espèce de doux rêveur Mhm. ou quand c'est pas Doux rêveur, ça me va bien. oui Ça c'est me va encore bien. gentil. Voilà, après, ouais, on dit c'est un escroc et quoi que ce soit. Ouais, enfin, moi, je témoigne juste, et puis voilà, je Oui, t'as parle. rien à gagner toi de toute façon. Bah, alors si, maintenant avec la BD, si, on pourrait dire Oui, oui, oui. il veut vendre ses livres, etc., etc. Ça, c'est sûr. Mais Oui, sinon, enfin hormis bon, on ça, gagne pas des fortunes avec des bouquins non plus, hein. Moi, non, ça, je mon suis d'accord. dixième, mon dixième bouquin sort en janvier. Je ne Ouais. suis toujours pas riche, donc Non, ça, faut avoir un certain nom. Voilà, faut s'appeler voilà, il faut peut-être avoir un nom et donc Amélie Nothomb mais voilà, ou Musso. Nicolas Fraisse avec la BD peut-être, surtout Euh, qu'il y aura, j'imagine, d'autres BD. Mais donc, j'aimerais vraiment, ouais, on, pouvoir on- faire un tome 2 et un tome 3. on va Mais revenir oui, là-dessus sur les tomes suivants. Mais donc, c'est-à-dire, soit vraiment tu es un escroc, ouais. soit on y croit, mais alors
on attend à ce que tu aies un comportement, à ce que tu t'alignes. Exemplaire. Ouais, C'est- exactement. Que je sois vegan, je médite tout le temps, que j'aille faire des retraites, je ne sais où, quoi que ce soit, que je ne fume. Faut pas que je fume, faut pas que je Mhm, boive, pas de sexe. mhm. C'est l'ascétisme Ou alors du total. sexe, mais sans éjaculation. Il faut au moins être C'est ça, dans cette ouais, mouvance, ne ouais, pas ou perdre ton énergie. à la rigueur du tantrisme. Voilà, Voilà, allez, mais ça fait allez, partie un peu on du va, tantrisme. ouais. Ouais. Voilà, on va dire, à la rigueur, tu as le droit de prendre ton pied avec le tantrisme, mais t'as pas le droit de. Non, t'as pas le droit. Et pourtant, c'est tellement. Enfin, ça fait partie de la vie et je trouverais ça dommage, puis j'en aurais pas envie, de passer à côté de tous ces plaisirs de la vie. Euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi un peu, pas ma particularité, mais ce qui fait que je reste qui je suis, c'est de dire, bah ouais, j'ai des capacités vraiment extraordinaires, mais j'ai une vie totalement ordinaire. Vous aurez peut-être la chance un jour de me voir traîner à quatre pattes sous une table parce que j'aurai trop bu de bière. Et ça, qui peut dire, tiens, j'ai vu Nicolas Fraisse sous une table? Ah, c'est possible. C'est possible. Et ici, dans le village, il y en a plusieurs qui l'ont vu. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai présenté comme un homme ordinaire qui a des facultés extraordinaires, parce que je pense que si on est incarné, bon, s'il y a un au-delà, s'il y a un grand tout, s'il y a quelque chose qu'on doit apprendre ici, ben, en tout cas, on doit l'apprendre aussi avec notre incarnation, avec notre corps, avec nos sens. Je pense que c'est essentiel. Ouais. Je pense que c'est essentiel. Et comme je le dis, ça serait quand même dommage de passer à côté de ça. Voilà, après, il ne faut pas faire d'excès non plus. Je ne suis pas non plus tous les jours en train de boire une bouteille de vodka ou quoi que ce soit. Je suis très raisonnable. Mais c'est vrai que certaines personnes attendent des personnes qui ont des capacités comme moi un comportement qu'ils jugent exemplaire. Pour moi, ce que je juge exemplaire, c'est d'être fidèle à moi-même. Donc, je suis fidèle à moi-même. Oui, ça, je crois effectivement qu'on le sent, hein, ça transparaît tout à fait. Alors, tome 2, tome 3, dis-nous, c'est quoi les projets? Alors, moi, j'adorerais faire un tome 2, un tome 3, voire peut-être plus, j'en sais rien. Pour tout dire, c'est c'est déjà prêt parce que je me suis prêté au jeu euh, d'écrire les scénarios pour la BD. Donc j'en ai écrit, tout, tout ce qui me venait, je les ai mis sous forme de scénarii. Donc on a dû faire un choix pour le tome 1, pour ce premier, enfin pour cette première BD. Mais c'est vrai que j'espère vraiment que ça a été une aventure tellement formidable de faire ce premier que j'ai envie d'en faire d'autres euh, pour l'aventure en elle-même, et puis aussi parce que je crois que je prends goût à partager mes anecdotes, à partager un peu ma façon de vivre et ma façon d'être avec les autres, avec les lecteurs. Euh, et voilà, c'est chouette. J'espère. Pour l'instant, il n'y a rien de fixé, mais bon, qui sait. Après, ça, c'est on va dire, c'est entre les mains de l'éditeur de, de Et des Guy lecteurs. Faut et des qu'ils achètent le lecteurs. livre. Voilà, plus il y aura de livres vendus, plus il y a de chances qu'il y ait de tome 2 et de tome 3. Mais je dirais que juste déjà avoir vécu l'aventure de le faire, ça a déjà été super. Alors s'il a du succès, ça sera encore mieux. Et Je puis qui pense sait, qu'il en peut-être un aura. jour un film, une série, que sais-je encore. On ne sait C'est pas. chouette, une série Netflix, là. Il y a moyen, Ouais, je il sais y a de pas, la matière, là. Netflix, ça m'enquiquinerait juste pour ce que c'est. Mais si France Télévisions vient me voir et me dit on a envie de faire une série, alors il y aura peut-être moins de moyens, mais Oui, il y c'est aura pas moins grave. de moyens. Bon, Mais au ben, moins, oui, l'appel est lancé. l'appel est lancé. Voilà. Si France Télé a envie de faire une série
à budget moyen, ce sera avec grand plaisir. Et puis surtout, ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir partager ça euh, sans qu'il y ait de côté financier, parce que le service public, bon, c'est accessible à tout le monde, etc. Contrairement à Netflix, enfin, Oui. quoique on peut toujours pirater, etc. Mais c'est pas bien, c'est pas bien de pirater. En tout cas, j'ai passé un excellent moment, Nicolas, et je suis contente que tu reprennes un petit peu position dans les médias parce qu'il y a un moment, tu en avais un peu marre aussi d'être considéré un peu, je pense que tu disais comme une bête de foire, quelque chose comme Ouais. ça. Oui, c'est sûr. En fait, c'est de pouvoir partager comme ça dans des instants euh, avec, comment on va dire, de la bienveillance, ce que tu fais, tu vois, c'est super. Ça, j'aime bien. Parce qu'on on peut prendre le temps, même si effectivement c'est un format qui est quand même court, enfin court, qui a une durée, parce que voilà, toi, tu as 1 heure ou 45 minutes, je sais pas combien Pas de de temps format. dure, t'as pas de voilà. Donc c'est chouette, ça laisse de l'espace. Sur des médias comme par exemple la télé, lorsque j'ai participé à l'émission les Pouvoir mystérieux extra. les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Michel Simès et Adriana Carambeu, comme je disais, ils étaient très gentils, l'équipe était exceptionnelle et tout. Mais on a fait un tournage de 2 jours, 2 jours pleins, et ils en ont gardé un quart d'heure. Et ça, pour moi, c'est ultra frustrant parce que j'essaie de donner un maximum d'informations de dérouler les choses et les pensées, etc. Et alors que malheureusement, ça vient du format, hein, la télé a besoin d'extraordinaire. Et donc, eh ben, ils ont gardé que des séquences un peu extraordinaires, etc., etc. Ce qui a fait que le propos est un peu dénaturé. Donc, voilà. Et c'est là où je ne vais pas trop être bête de foire. En revanche, quand j'avais fait l'émission avec Thierry Ardisson, ça, ils ont gardé toute la séquence, mais c'était assez sympa. C'était juste comme ça, un peu pour le délire et tout. Et j'avais pas vraiment l'impression de faire bête de foire, mais plutôt d'atterrir dans un univers parallèle et de m'en échapper à un moment. Parce que c'était vraiment une réalité alternative, hein. L'émission de Thierry Ardisson, même tout ce qu'il y a autour, enfin, c'est quelque chose que j'ai adoré vivre. Et voilà, enfin, en tous les cas, bah, je le salue s'il nous regarde de là-haut, en tous les Ah, cas. probablement qu'il Ah, t'entend. probablement, ouais. En Eh tous les bien, cas, Nicolas, vas-y. en tous les cas, moi, je te remercie vraiment pour ta bienveillance, pour l'espace que tu proposes pour parler de tout ça en toute simplicité, sans mettre d'étiquette trop farfelue, si je puis dire, hein. Parce que ça, je trouve ça très appréciable. Et ouais, je te remercie pour qui tu es. Ouais. Ben, c'est gentil. Et donc, ça veut dire que je prends déjà rendez-vous alors pour le tome 2. Tu accepteras donc. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Nicolas, c'était vraiment un super moment. Je te remercie beaucoup pour ça. Et j'espère que on va se rencontrer en vrai normalement d'ici 2 ans, en 2028, au mois de mars, pour le congrès qu'on organisera à Paris, Mm. puisque tu as Exactement. déjà accepté. J'ai accepté d'être là et ça sera avec très grand plaisir. Et là, je te rencontrerai en live. Ce sera chouette En aussi. live. Ouais. On pourra se faire la bise Et et puis, on boire pourra une boire des bière. bières ensemble. Voilà. Exactement. C'est ça. Eh bien, Nicolas, un grand, grand, grand merci et à bientôt. À tout bientôt. J'espère que vous avez vraiment aimé cet entretien, que vous aurez envie de le partager, de faire connaître la chaîne Résilience Psy et bien sûr d'acheter la BD de Nicolas et d'en parler autour de vous. Et à bientôt pour d'autres aventures.